bonheur de vous compter parmi nous pour ce rendez-vous, un thé avec une émission assez détente mais souvent conventionnelle. Aujourd'hui, je reçois sur mon plateau, sur votre plateau, le plateau un thé avec Monsieur Mamadouba. On va parler des métiers qui est assez fascinant, qui le passionne énormément et qui, pendant nos discussions, a permis d'en savoir un peu plus sur le métier d'architecture. Bonjour Monsieur Ba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je le disais, le métier d'architecture est un métier assez passionnant. On peut savoir le motif, ce qui a motivé votre choix d'aller embrasser cette carrière? Mais, je dirais que c'est plutôt, ça a tout le temps été là. Je pense que c'est un ensemble de choses qui se sont mis. Dès l'enfance, c'était un peu les toitures à deux pentes et tout ça pour les maisons qu'on dessinait. Et puis, voilà, petit à petit, j'étais souvent fasciné par les volumes, les formes des bâtiments. Et c'est venu naturellement. Naturellement, on sait que le métier d'architecture, ce n'est pas un métier très connu. Quand vous avez décidé d'embrasser cette carrière, comment a été la réaction peut-être de vos parents, de vos proches? Tout à fait. C'est un métier qui est un peu méconnu au Mali parce que beaucoup de gens pensent que c'est purement scientifique. Donc, les questions qui m'avaient été posées, j'étais relativement bon en maths, mais il n'y avait pas que ça. Donc, on m'a souvent dit que c'est très difficile. Est-ce que tu penses que tu peux tenir? Et Et naturellement, c'est la première réaction des gens, comme toute étude difficile. Mais c'est avéré que quand on aime vraiment, on s'adapte. Quand on aime, on s'adapte. Alors, si nous parlons du métier d'architecture, ce métier, quand on le voit de loin, on a l'impression que c'est un métier qui est assez éloigné de nous, mais et pourtant, on en a tous besoin. Est-ce qu'au Mali, les architectes arrivent vraiment à s'imposer dans la sphère de la construction? Tout à fait. Au Mali, nous avons vraiment ce problème-là. Étant chargé à la communication au niveau des architectes du Mali, on le vit au quotidien. C'est un métier qui est méconnu. Mais surtout, c'est un métier qui n'a pas pu être expliqué au commun pour que les gens puissent vraiment savoir l'utilité de l'architecte dans la société. L'architecte est le premier allié du maître d'ouvrage qu'on appelle client. On préfère le terme maître d'ouvrage, du propriétaire, si vous voulez, lors de sa construction. Parce que c'est vraiment le tout départ de tout projet architectural. C'est-à-dire qu'on lui explique son budget, on lui explique ce qu'on veut faire, et c'est en fonction du budget, en fonction de ce que souhaite la personne, que l'architecte conçoit et adapte le projet à la personne. Maintenant, quand on se passe de tout ça, on est très souvent dans des prévisions, en fait, sans prévision d'ailleurs, et dans du pilotage à vue. Voilà. D'accord, pilotage à vue, souvent ça pose problème. On a récemment vu le cas, c'est pas que le Mali, mais le monde même a été confronté aux effets des changements climatiques. Le Mali a décrété l'état de catastrophe naturelle, mais avec son corollaire d'effondrement, des familles qui sont passées à des familles qui avaient des maisons, à des familles qui sont allées dans certaines locations pour pouvoir survivre. Est-ce que l'architecte avait un rôle à jouer par rapport à la tenue de ces maisons? Tout à fait. Donc, quand on dit maison, on dit architecture, et quand on dit architecture, on dit architecte. Il y a le niveau des bâtiments qui se pose. C'est-à-dire que quand les fondations sont trop proches du sol, dès qu'il y a inondation, ce sont des bâtiments qui sont plus facilement inondés. Il y a, indépendamment de ça, la question d'urbanisation qui dépasse même un peu plus le cas des architectes de nos villes, du passage des écoulements d'eau, des cours d'eau, des réseaux de ruissellement qui sont à revoir et à penser, surtout en fonction de ces périodes que nous vivons et que les professionnels en la matière puissent se rencontrer pour anticiper, parce que nous sommes dans un monde où le changement climatique est une réalité. Il faut aussi s'attendre à ce qu'avec le temps, ça ne s'arrange pas. Donc je pense qu'il faudrait que nous puissions nous mettre la question sur la table
et réfléchir très vite à des solutions pour pouvoir pallier à ça. Et surtout prendre ces points-là en compte sur les futures constructions. Parce que je pense que nous avons déjà eu quelques cas cette année, donc ils sont un peu comme une petite sonnette d'alarme. Alors, parlons des normes de construction. On sait que pour construire, il y a d'abord des préavis, il y a d'abord des études à faire. Pourquoi concrètement nos sociétés ont du mal à aller vers cela? Est-ce que quelque part parce que les architectes sont chers ou bien on préfère plus aller au pilotage à vue comme vous l'avez dit? Oui, c'est nous notre principal problème, c'est-à-dire que nous sommes victimes d'un petit préjugé, c'est qu'on dit que habituellement les frais et les architectes sont chers, ce qui n'est pas forcément le cas. Le premier point, c'est que l'architecte est rémunéré à 5% en études et suivi sur le montant du projet. Généralement, ça peut varier, ça peut être négocié, ça c'est un. Deuxièmement, c'est que quel que soit le montant, qu'il soit de 500 000, de 1 million, 3 millions, le métier d'architecte est d'utilité publique. Donc nous sommes tenus de servir tous les citoyens. Donc avoir ce préjugé ou avoir peur des frais que peut coûter un architecte, je pense que c'est un préjugé sur lequel nous sommes en train de travailler. Il faudrait que les gens puissent aussi savoir que relativement par rapport au coût du projet, c'est loin d'être des montants qu'ils imaginent. Je les invite à aller beaucoup plus vers les cabinets et ils se rendront compte que vraiment c'est la meilleure chose à faire. Le meilleur accompagnement qu'on puisse avoir, c'est aller vers le professionnel. On ne peut pas faire, comme je le disais tantôt, de l'architecture sans architecte. Et nous avons surtout un rôle de conseil qui est de choisir avec le maître d'ouvrage les matériaux qui sont appropriés, de rénover, de penser aux problèmes de température, d'économie sur le bâtiment. Nous sommes dans un pays où il fait quasiment chaud toute l'année. Donc, ensemble, de proposer des solutions pour atténuer les coûts en énergie, mais surtout pour adapter et disposer les bâtiments de sorte que le bâtiment soit le plus énergivore possible. Parlons des matériaux qui entrent dans la construction. On sait que récemment, le texte existait déjà, mais il y a eu assez de débats autour concernant particulièrement la qualité du fer. Est-ce que dans ce genre d'initiative que le gouvernement entreprend, les architectes sont impliqués dans cette campagne de sensibilisation? Parce qu'on le sait, vous êtes les premiers arrivants sur le chantier, vous êtes là pendant la construction et c'est vous qui garantissez la viabilité d'un bâtiment. Oui, alors effectivement, quand il y a un architecte sur un projet, il en est le premier responsable. Il est tenu de veiller à la qualité, à l'exécution, la qualité des matériaux, à l'exécution du projet. Et cette question-là, effectivement, beaucoup d'efforts ont été faits par l'État et nous continuons à travailler ensemble de sorte à pouvoir améliorer la qualité des matériaux sur le marché. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi vraiment un élargissement auprès de tous les intervenants, y compris les commerçants, pour qu'ensemble nous puissions faire de sorte à assainir le marché et à mettre hors du marché les matériaux de mauvaise qualité. Mais comment ça peut se faire? D'autant plus que malheureusement, on sait dans nos sociétés, les gens, j'ai par exemple un terrain que je viens d'acquérir. Pour le cas des femmes, on fait des tontines, donc on ramasse souvent 500 000, 1 million par-ci, par-là. Les sommes ne sont jamais ensemble. Comment on peut se rendre compte que, par exemple, le maçon qui est au devant de la scène, qui va nous acheter les matériaux de construction, ne sont pas les bons? Oui, ça nous ramène toujours au point, au fait que le métier d'architecte est très méconnu, est très peu connu. Et on va très souvent vers tous les intervenants, sauf vers celui vers qui on doit aller, qui est l'architecte, parce que pour certains cas, il y a des plans d'exécution qui sont faits, parce qu'il faut savoir que pour certains types de bâtiments, c'est des prélèvements qui sont faits en amont de l'échantillon au niveau du sol à différents niveaux. Et le sol est analysé, les échantillons sont analysés dans des labos pour définir la capacité même de la terre à porter. Ces labos sont présents au Mali? Il y en a plusieurs. Plusieurs? Il y en a plusieurs. Et c'est ces labos qui émettent un rapport pour
maintenant orienter le projet pour dire descendez à 2 mètres de profondeur, descendez à 1 mètre de profondeur, utiliser, et maintenant les études vont définir, les études techniques que nous faisons avec nos partenaires ingénieurs vont définir la quantité de fer, la qualité de fer, la section de fer, et tout est détaillé. Et les poteaux n'ont pas forcément les mêmes sections en fonction des poids et des charges qu'ils portent. Donc, c'est vraiment pas fait à la légère ni à l'aveuglette. Donc, une fois que les prélèvements ont été analysés, les résultats, le labo est utilisé pour faire les plans d'exécution qu'on appelle aussi plans de structure. Et là, vraiment, tout est détaillé. Donc, en respectant ces dispositions, il est impossible d'avoir de problèmes techniques sur son bâtiment. Et cela n'est même pas obligatoire pour tout type de bâtiment. C'est quand le projet atteint une certaine complexité ou une certaine taille. Mais il est extrêmement important que les gens qui investissent des montants importants puissent aller dans la procédure pour pouvoir mettre à l'abri leur financement. Et surtout pour que nous ayons un environnement où les bâtiments sont de meilleure qualité, sont faits de façon consciencieuse et professionnelle. Et c'est vraiment la lutte que nous menons aujourd'hui. Une lutte que vous menez, est-ce que vous arrivez à voir le bout du tunnel? Parce que ce n'est pas évident quand on sait qu'on prend de l'argent pour peut-être faire un immeuble à 2 niveaux. Au fur et à mesure que le temps passe, on se retrouve à contracter d'autres prêts, on fait monter le niveau de l'immeuble sans pour autant tenir compte des fondations. Est-ce que ce n'est pas un danger pour les travailleurs en ce moment même dans le bâtiment et pour la population qui vit autour? Tout à fait. Le premier danger est de pouvoir faire des bâtiments d'une certaine taille sans prendre aucune disposition au niveau des professionnels du bâtiment. C'est vraiment le tout premier danger. Le deuxième, c'est effectivement faire des bâtiments d'une certaine taille sans plan d'exécution. Ce n'est pas aux maçons ou à d'autres intervenants de venir définir les plans d'exécution. C'est vraiment réglementé. Il y a une loi qui coordonne et organise tout ça. Et chacun doit rester dans son rôle pour que nous puissions avoir des bâtiments qui répondent aux normes. Et maintenant, pour ce qui concerne les extensions, quelqu'un qui veut passer de R+2 à R+3, je conseillerais dès le début d'essayer de faire au moins des prévisions. C'est vraiment l'idéal. En faisant les fondations, on peut ajouter 1 ou 2 niveaux de plus. Même si dans l'immédiat, vous pensez faire un niveau, il faut toujours prévoir pour le futur, faire des fondations suffisamment solides pour supporter plusieurs niveaux. Le jour où ils le feront, ils auront les plans d'exécution qui existent, que vous soyez là ou pas. Ils auront toutes les données pour travailler en toute sérénité et tout en restant dans les normes. Les normes, la question, le mot qui revient constamment, les normes, les normes. Pourquoi pensez-vous que le citoyen lambda a du mal à se fier aux normes? Est-ce que quelque part, ce sont les législations qui ne sont pas assez fortes, ou bien quand il y a des effondrements, on se souvient du cas de Ségou qui s'est passé il y a quelques mois, on se souvient en 2023 de l'immeuble qui s'est effondré sur plusieurs ouvriers à Titibourou. Et on sait que, bon, on n'a pas eu écho de la suite des événements. Est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires? En cas, et même s'il y a des poursuites judiciaires, qui est le plus incriminé? Est-ce que c'est l'architecte, ou bien c'est le maçon, ou bien c'est le maître d'ouvrage, comme vous le dites? Oui, effectivement, en cas de problème sur le bâtiment, l'architecte est le premier concerné. S'il est le maître d'œuvre, c'est lui qui a fait les plans. C'est lui qui a dessiné les plans. En principe, il connaît tous les coins, les recoins. Et si on fait faire les plans par l'architecte et on le boude pendant les travaux, comment ça se passe? Oui, alors c'est ça le problème. C'est que normalement, quelqu'un qui a fait les plans, qui a fait les volumes, il est responsable de ce qu'il a fait. Si on le met de côté, ce ne serait pas l'idéal. L'idéal, c'est qu'il puisse, en tout cas qu'il y ait un professionnel, un architecte qui puisse, parce qu'il faut surtout éviter de faire de l'architecture sans architecte. Tout le problème du Mali est à ce niveau. À partir du moment où vous avez une personne qui est responsable, qui vérifie les normes, qui vérifie la qualité des matériaux, qui peut répondre, je pense que vous-même, ça vous met à l'abri. C'est-à-dire que les gens, comparativement, il ne faut pas qu'on puisse voir que le côté financier, parce qu'on pense économiser, mais en réalité, on n'économise pas. Parce qu'il y a un bâtiment qui n'est pas aux normes, c'est comme si c'est de l'argent qui était un peu dilapidé. Et surtout que la différence entre un bâtiment aux normes et un bâtiment qui ne respecte pas, très souvent en essayant de jouer ou sur la quantité ou sur le fait de ne pas faire d'études, on trouvera que la différence n'est pas ce que les gens pensent.
Et c'est dangereux aussi, il faut le souligner. Et c'est extrêmement dangereux. Et surtout, nous souhaitons que le développement de nos villes se fasse de façon sérieuse et professionnelle. C'est extrêmement important que chacun reste dans son rôle et que nous n'essayons pas de jouer. Parce que le sujet est suffisamment grave pour ne pas essayer de détourner ou de contourner les choses. Les normes, ce n'est pas nous qui les avons établies. Ils sont faits sur la base de calculs. Et vouloir toujours contourner ça, c'est exposer et la population, exposer son propre investissement et avoir des conséquences demain qui peuvent nous rattraper tous. Et sachant que ces réalisations-là nous dépassent, parce que c'est des bâtiments qui restent 100 ans, 200 ans après nous. Donc il faut vraiment que nous puissions revoir ces pratiques. Et parlons de la viabilité des bâtiments. On ne se pose pas la question, est-ce que nos bâtiments ont des durées de vie? Alors, nos bâtiments ont des durées de vie, mais extrêmement longues. Et surtout, pour certains types de bâtiments, il y a des garanties qui sont faites. Il y a la garantie décennale. Il y a des bâtiments, ces bâtiments sont contrôlés par des bureaux de contrôle technique. En gros, la législation en la matière est très structurée. Le problème, c'est vraiment la sensibilisation de nos populations à aller davantage sur la mise en œuvre et le respect de la législation en matière de construction au Mali. Et ça nous mettra à l'abri d'énormément de problèmes. Parce que tous ces problèmes-là sont tout simplement liés au fait, un, de la méconnaissance des rôles des uns et des autres, et deux, de la méconnaissance même de la procédure pour que les gens puissent aller vers la norme. Alors, comment l'ordre compte s'organiser pour que les gens puissent aller de plus en plus vers les architectes? Parce que j'imagine qu'il y a une organisation autour de l'ordre qui fait en sorte que l'information puisse aller vers la population si la population ne vient pas à l'information. Tout à fait. Pour cela, nous continuons à mener des activités, donc récemment sur le patrimoine culturel architectural à Tombouctou. Une activité que nous avons menée avec notre ministère de tutelle il y a cela 2 semaines. Et nous avons tout un ensemble d'activités prévues à cet effet. Mais nous ne pourrons aussi le faire sans les acteurs que vous êtes, qui sont les médias, qui sont les meilleurs relayeurs de ces activités. Et d'ailleurs, je vous remercie pour cette invitation, parce que c'est vraiment des occasions comme celle-là qui permettent de mettre en avant la profession et surtout d'expliquer à nos semblables l'importance et le rôle de l'architecte qui est encore très méconnu. Donc, nous allons marquer une petite pause sur ce. Aujourd'hui, on a le thé, le fameux thé qui est déjà là. Dans quelques instants, on va nous le servir. Mais en attendant, il y a également du café. Je sais que tu es amateur de café. Donc, on va marquer une petite pause, juste le temps de savourer le thé ou le café, selon ta convenance. D'accord. Et on revient juste après. Okay. Plongez dans l'expérience gastronomique ultime au Sky Buffet, situé au cœur de Bamako, dans le quartier ACI 2000. Notre spacieux établissement peut accueillir jusqu'à 300 convives, offrant un cadre élégant et convivial pour toutes vos occasions spéciales, qu'il s'agisse de célébrations en famille, de dîners d'affaires ou de soirées entre amis. Découvrez notre carte variée mettant en avant une cuisine raffinée inspirée par des recettes traditionnelles revisitées avec une touche moderne. Ce qui distingue l'expérience au Sky Buffet, c'est l'atmosphère enchanteresse créée par notre décor exceptionnel. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère captivante, mêlant harmonieusement élégance et chaleur. Des saveurs authentiques, des ingrédients de qualité et une présentation soignée vous attendent à chaque bouffée.
Que vous soyez amateur de cuisine locale ou adepte de plats internationaux, notre buffet généreux saura combler toutes vos envies. Sky Buffet, c'est à l'ACI 2000, au 9e étage de l'immeuble IBI Group. Pour réserver votre table ou obtenir plus d'informations sur nos services, n'hésitez pas à nous contacter au 71 92 92 31 ou au 61 92 92 31. Laissez-vous séduire par l'ambiance envoûtante du Sky Buffet, où chaque repas devient une expérience mémorable à partager. aw minnu sɔn bɛ aw yɛrɛ ye tɛ wulicogo ɲuman na ni aw dalen don a la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ aw kan fewu tɛ ko la ko tɛ duman gundo bɛ aw dɔrɔn de bolo ni jɛmu in ye aw de ta ye Advance TV sanfɛ tɛ champion ka tɛ wulila jolenw kari ɲɔgɔn na ni k'a ladan kelen tɔmɔ ayi o t'a bannen ye dɛ donbolo kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ ta ka di tɛ champion ma o tuma la aw kana kɔnɔli kɛ bilen ka se ka i sen don jɛmu in na i bɛ wuli joona ka n'i tɔgɔ sɛbɛn Advance TV ye ale jabala la IBI Group siège ba la ACI 2000 kɔnɔ tɛ champion tɛ wulila nganaw ka kɛnɛ. De retour sur ce plateau, on parle de l'architecture. Je suis avec M. Mamadouba, qui est architecte, qui est chargé à l'information de l'ordre des architectes. Alors, nous avons fait pratiquement le tour, mais je souhaiterais quand même revenir sur un point qui me semble essentiel. Il s'agit des procédures en la matière, les procédures de construction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment être en phase avec la politique déjà en place? Comment sécuriser surtout son investissement? Alors, très bonne question. Je dirais que tout projet commence par les besoins du maître d'ouvrage qui est aussi le client. Quel que soit le montant, il faudrait rapprocher les professionnels en la matière, notamment passer sur son architecte, quel que soit le montant à disposition. Parce que comme je le disais tantôt, il y a un préjugé qui dit qu'au pire des cas, vous aurez un rôle de conseil. Parce que nous avons pleinement un rôle de conseil. Donc il s'agirait de passer chez l'architecte. Vous définissez ce qu'on appelle un programme, c'est-à-dire le nombre de pièces, le mètre carré. Tout ça, dès le début, vous permet de cerner le projet en matière de coût, au lieu de faire un projet sans avoir une estimation correcte préalable. Et le deuxième point, une fois que ce plan est ficelé, que le budget est ficelé, vous serez situé avant de commencer le projet, combien vous coûte le projet. Et à vous de voir maintenant la possibilité même d'aller par phase ou d'aller par séquence, tout ça, ou de lancer le projet en entier, tout ça revient maintenant au maître d'ouvrage. Et une fois que ces plans sont à disposition maintenant, c'est de maintenant engager les procédures pour avoir l'autorisation de construire. Maintenant, dès que c'est acquis, maintenant afficher sur un panneau le numéro d'autorisation avant de commencer les travaux sur le chantier. C'est important. C'est extrêmement important, c'est la loi. Et ça permet de faciliter le travail à l'urbanisme, qui a un département qui est spécialisé pour la surveillance des constructions dans le district de Bamako et sur toute l'étendue du territoire. Et surtout de pouvoir être en règle vis-à-vis de la loi, qui est extrêmement important, parce que ça vous couvre d'éventuels problèmes. Quand il y a un incident malheureux qui arrive sur le chantier, quand le bâtiment est aux normes, on a son permis, et là, c'est ce qui a vraiment lieu d'avoir. Mais par contre, quand on n'a pas d'autorisation et que vous lancez dans les travaux, vous êtes vraiment en porte-à-faux avec la loi. En porte-à-faux avec la loi. Est-ce que le travail de l'architecte va se limiter uniquement à la construction une fois qu'il a livré la maison déjà finie, l'immeuble déjà construit? Est-ce qu'il a une certaine responsabilité dans une durée? Alors, la responsabilité, c'est que quand le bâtiment est construit, il y a ce que nous appelons la réception provisoire. À la fin des travaux, vous faites le tour du bâtiment. Vous regardez les vices de construction. Les défauts qu'il y a sont marqués. Donc il y a une liste qui est établie des défauts qu'il y a sur le bâtiment. Et ces défauts seront corrigés par l'entreprise de construction. Une année après la fin des travaux,
vous revenez pour constater les malfaçons ou les vices de construction dus à la construction, pas dus à l'utilisation. Comment on définit cela? Voilà, parce que pendant l'utilisation, pendant ces 1 année, si vous faites par exemple des trous sur le mur pour accrocher des tableaux, cela ne pourra être imputé à l'entreprise de construction. Par contre, s'il y a des fissures qui apparaissent ou s'il y a d'autres problèmes dus à des défauts de construction, l'entreprise est tenue de les corriger sous peine de ne pas avoir sa garantie de 5% du montant du projet qui lui sera remis à la fin du chantier. Donc, après le financement du projet en entier, l'architecte doit avoir 5% de plus que le montant déjà remis ou comment ça se passe concrètement? Non, en fait, quand le projet est bouclé et qu'il y a un accord avec une entreprise, 5% du montant sont retenus pendant 1 année. Donc, le montant qui est convenu n'est pas payé en entier. Il y a 5% qui est retenu, que nous appelons retenue de garantie. D'accord. Ce montant est fait pour qu'une année après la fin des travaux, quand on vient constater, regarder le bâtiment, que ces défauts soient corrigés. Maintenant, une fois qu'au bout d'un délai qui est donné, quand ces défauts ne sont pas corrigés, ce montant-là est utilisé pour corriger les défauts du bâtiment. Donc, si pendant cette année, il y a des défauts et que l'architecte mange cet argent, il est tenu, il est obligé? Oui, c'est plutôt l'entreprise de construction qui a le devoir de corriger, parce que ce montant revient à l'entreprise. Mais une fois que, si elle ne le fait pas, le propriétaire a le droit d'utiliser ce montant-là pour corriger à la place de l'entreprise. D'accord. Parlons des législations, puisque nous sommes pris par le temps, très rapidement, des législations. Est-ce que les législations existantes protègent beaucoup plus le maître d'ouvrage que l'architecte ou c'est l'inverse? Justement, en la matière, c'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'on continue à sensibiliser la population et à expliquer le fonctionnement et les lois en la matière. Le client, le maître d'ouvrage est protégé du début à la fin. Premièrement, c'est que il peut donner au début des travaux une avance de démarrage qui varie de 20 à 30%. Mais l'entreprise qui aura la construction doit cautionner cette avance de démarrage-là. Ça veut dire que même si elle fuit, elle est à l'abri de problèmes. Deuxièmement, c'est que, comme on le disait tantôt, il y a 5% qui sont retenus. À la fin des travaux, 5% sont gardés pour que quand il y a des problèmes, ces 5% soient utilisés pour corriger ces lacunes-là. Donc pour dire qu'en gros, les dispositions en la matière sont prises et à tous les niveaux pour que le propriétaire, qui est le maître d'ouvrage, soit à l'abri de problèmes ou qu'il soit à l'abri comment on appelle de poursuites judiciaires. En fait, pas de poursuites judiciaires, mais qu'il soit abusé. D'accord. Donc, on a retenu pas mal de choses concernant le domaine de l'architecture, concernant l'importance d'avoir un maître d'ouvrage qui est le propriétaire de la maison, mais concernant également le fait d'avoir un cabinet d'études, à défaut d'avoir un architecte pour superviser les travaux. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, j'étais accompagnée de M. Mamadou Ba, architecte de profession, chargé à l'information de l'Ordre des architectes. C'est tout pour cette émission. Merci, grand merci à vous de nous avoir suivis et grand merci également à l'équipe technique qui assure la réalisation de votre émission Inté avec. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Alors en attendant, je pense que Ba va terminer son thé. Allez, ce sera tout. Au revoir.